On fait face à une pandémie de l'obésité en France. En 2030, plus de 50% de la population souffrira d'obésité. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, ce n'est pas une question de volonté, mais une question de biologie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Max B a réussi à perdre plus de 10 kilos en utilisant la science, les prises de sang et mettre en place des choses très simples dans sa vie de tous les jours. Nous, c'est Max G et Max B. On a créé une plateforme de santé préventive qui s'appelle Lucie et qui vous permet de faire des tests sanguins avancés pour comprendre précisément ce qui bloque votre perte de poids. Et si ça vous intéresse, on vous offre moins 5% sur votre test sanguin avec le code podcast5 en cliquant sur le lien dans la description. Le constat, c'est souvent ce qu'on dit aux gens, c'est si t'es gros, c'est de ta faute. C'est pas toujours le cas. Hein. En fait, quand on va essayer de réduire le nombre de calories qu'on va apporter à son corps, on va dérégler tout le corps. C'est là où j'ai fait des tests quand j'étais en Angleterre et j'ai découvert que j'avais des taux de cortisol anormalement élevés, surtout le matin au réveil. En fait, si tu veux optimiser des choses mais que tu fais pas des tests pour savoir où tu te situes, c'est très difficile d'optimiser. La diète cétogène, c'est peut-être pas quelque chose que tu devrais faire. T'avais perdu combien de kilos C'est quasiment 7 kilos en 7 3 kilos mois et j'avais pas réussi à perdre plus d'1,5 kg en 5 ans, tu vois. Si on dort pas, on peut pas perdre du poids, quoi. Ça c'est sûr et certain. 95% des gens, ils reprennent le poids perdu juste après le régime. Salut Max, comment tu vas aujourd'hui ? Écoute, ça va super bien. On est de retour. On est de retour à Paris. On est revenu en France. On est de retour à Paris. On est trop content. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, mais on a un nouveau setup. On a un tout nouveau décor. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux pour vous, parce qu'on sait que les derniers épisodes vous avez bien aimé. Donc on s'est dit, on va mettre un peu plus d'effort dans ce décor. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous appréciez ce nouveau décor. De quoi on va parler aujourd'hui ? Je crois qu'on va parler de perte de poids aujourd'hui. Ouais, on va parler de perte de poids, ouais. Ouais. Et je pense que t'es la meilleure personne pour nous parler de ce sujet-là, non ? Ok. Meilleur, je sais pas, mais j'ai un petit peu d'expérience en la matière. Et nous, tu sais que dans le Polyphénol Podcast, ce qu'on adore, c'est partager les expériences de nos membres et de nos invités. De nos invités, ouais. Parce qu'on a commencé récemment à avoir des invités, on va en avoir d'autres d'ailleurs. Donc une très bonne liste d'invités qui va arriver. Mais ok, alors perte de poids. Toi, tu as une petite histoire. Moi je la connais parce que tu m'en as déjà... tu m'as rabâché cette histoire. Rabâché, carrément. Ok, carrément. Avant, j'étais gros, Max. Contexte. T'avais quel âge ? Quel était le contexte corporel, santé à ce moment-là ? Le contexte corporel. Déjà, premièrement, j'ai toujours eu un peu des problèmes de poids. Depuis l'adolescence, ça a toujours été compliqué. J'ai toujours été, je pense, un bon appétit, on va dire ça comme ça. Quand tu dis ça, c'est que tu mangeais beaucoup pendant les repas. Ouais, c'était pas forcément grignotage, etc. J'ai jamais été très gâteau, sucré en dehors des repas, etc. Bien que, évidemment, des glaces l'été, etc., comme tout le monde. Mais c'était le reste de l'année, je faisais quand même relativement, et dès l'adolescence, attention. Mais c'est parce que ta famille faisait attention à ça et parce que t'as vécu dans quel contexte ? Je viens d'une famille où l'éducation alimentaire était quand même hyper importante. Enfin, mon grand-père, déjà, il y a 50 ans, parlait des bienfaits de l'ail anti-cancer et des choses comme ça. Je sais pas d'où il sortait ces infos, mais moi, j'ai entendu ça dans mon enfance, quoi. Le grand-père disait qu'il faut manger de l'ail, de l'oignon. Il faisait hyper attention où il achetait ses produits, ses poissons. Enfin, il y avait une ferme de truites à côté de chez lui et qui était nourrie avec des farines et il détestait. Il en parlait à tout le monde. Il disait surtout ne jamais acheter des trucs là-bas, il les nourrissait avec des farines, c'est horrible, tu vois. Et après, il y a eu le scandale des farines animales en Europe, etc. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, très bons produits. On faisait quand même plus ou moins les courses au marché, les petits producteurs, etc. Mais les ratios dans l'assiette n'étaient pas forcément les bons. Et je viens aussi d'une culture où ma famille, on n'aime pas manger le midi, les repas longs le midi, tu sais, les repas de famille où tu es bloqué pendant 2 heures, 3 heures et tu manges beaucoup. Ça, c'est culturellement, mes parents détestaient. Tu sais que dans ma famille, moi, c'est exactement ça. Ouais. Les dîners à rallonge qui durent 3 heures, 5 heures. À la fin du repas, tu as le ventre qui est
ultra gonflé, t'as trop mangé. Ouais, c'est ça. Mais Bah, ça, moi, personnellement, ma mère détestait. Je pense que c'est un truc de son enfance où on l'a forcé à rester à table le midi. Donc le midi, chez moi, la journée, on mangeait peu et on avait tendance à faire plutôt des plus gros repas le soir. Tu vois. Et en plus, en France, bah, tu le sais, on en a déjà parlé sur le podcast. Il faudrait manger assez tôt et nous, c'était plutôt 7-8 heures, voilà. Et donc les repas étaient assez conséquents plutôt le soir, quoi. Donc le midi, c'était léger et donc un peu complètement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et pâtes, riz et choses comme ça, avec toujours beaucoup de légumes, mais je dirais que coup de fourchette, et donc j'avais tendance à manger des belles assiettes. Un coup de Un fourchette. coup de fourchette, comme on dit. Un beau coup de fourchette, comme on dit. Donc voilà, j'avais tendance à manger des belles assiettes, et aussi j'ai toujours été un fanatique de dessert et de sucré, donc j'ai toujours aimé ça, et il a fallu que j'apprenne. Enfin, j'ai appris que même malgré le fait que je savais que c'était pas forcément bon, j'ai quand même été toujours très tenté par ça. Donc voilà, je viens de ce contexte-là. Ok. Ouais, t'as grandi au fur et à mesure et tu t'es dit peut-être que je fasse attention à ce coup de fourchette. Voilà, j'ai toujours eu, jamais, tu vois, trop dans l'excès. C'est-à-dire que j'ai jamais eu 30 kilos de trop, quoi. Ça, c'est plutôt, on parle d'une dizaine, une quinzaine max, qui commence à déjà être pas mal. Et du coup, je serais très curieux. Est-ce que tu as des photos de toi avant jeune? Peut-être j'en partagerai, on verra. Peut-être qu'on l'affichera quelque part ici. Peut-être que je partagerai quelques photos. Et donc, ouais, il y a eu une période à ma vingtaine où j'ai quand même été assez voilà, une dizaine, douzaine de kilos en trop. Puis après, je les ai facilement perdus parce que j'étais jeune. Et puis, j'ai dû m'éduquer sur, en fait, c'est quoi des glucides, c'est quoi des protéines, c'est quoi des lipides, comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les ratios de calories, combien je devrais manger dans une journée. Et en fait, me rendre compte que je mangeais trop, pas forcément équilibré. Et puis, j'ai itéré sur pas mal de choses. J'ai testé le jeûne intermittent, la diète cétogène, etc. On pourra en parler, mais j'ai quand même, entre mes 30 ans et mes 38 à peu près, c'est là où ça a été vraiment difficile, parce que autant entre 20 et 30 ans, je me mettais à moins manger et je reperdais facilement, autant après, passé 30 ans, c'était très compliqué, quoi. Et j'ai galéré pendant pas mal d'années à reperdre ces kilos-là, quoi. C'est intéressant parce que tu sens qu'à franchi les 30 ans, tu as une sorte de, biologiquement, un truc qui se passe dans le corps où en fait tu arrives difficilement à brûler les calories. Ouais, c'était vraiment... Et ça a coïncidé aussi personnellement avec... on le sait, et je crois que c'est l'objectif de ce podcast, c'est d'en parler, c'est de dire que en fait, les régimes, en fait, c'est pas du tout bon, et que souvent, si on regarde les statistiques des régimes, 1 an ou 2 ans après, les gens ont repris quasiment tout le poids qu'ils ont perdu. Et en fait, c'est très difficile de maintenir dans un régime sur le long terme. À partir Mais parce du que moment tu faisais des régimes, c'est ça? J'ai testé des choses, quoi. Tu vois, il y a eu des tendances à un moment donné. En fait, tu t'es dit à 30 ans, ok, je commence à avoir potentiellement des kilos en trop. Et difficile. Ouais, et difficile à perdre. C'est là que ça suffit commence plus à faire d'aller des courir. Ouais. S'il suffit plus d'aller courir et de diminuer un peu les quantités. Tu vois, là, tu manges, tu vas courir et il se passe pas grand chose. Donc en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était quelle année ça? C'était 2000. On est quoi, 2025? C'était 2016, 17, 18, okay. Dans ces années-là. Tu sais, il y a eu toute une tendance aux États-Unis de pas mal d'influenceurs qui ont commencé. Tim Ferriss qui a sorti son bouquin 24 Hours Body, qui était le début. Et puis après, il y a eu pas mal d'influenceurs. Il y a eu Bulletproof, la marque, avec Dave Asprey qui a lancé le Bulletproof Coffee. Qui a un peu controversé maintenant, mais Dave Asprey qui a sorti ce Bulletproof Coffee. Mais c'est lui qui était à l'initiative de ce truc. Oui, son histoire, c'est qu'il a été faire une hike au Tibet et qu'en fait, ils lui ont servi ça et c'était le truc. Bulletproof Coffee, pour le contexte, c'est un café gras, ouais. Café gras avec de l'huile d'olive. Non, de l'huile de coco. De l'huile de coco. En fait, dans l'huile de coco, il y a une chaîne, le MCT Oil qu'on appelle, et en fait, c'est ça qu'il a produit après. Cette chaîne, elle est assimilée par le corps et elle est très bonne pour le cerveau, etc. Donc, il met de l'huile de coco, donc MCT Oil parce qu'il l'extrait maintenant. Maintenant, on vend de l'huile MCT, ça s'appelle, directement. D'ailleurs, sa marque en vend. Voilà, c'est ça. Et on met du beurre dedans. Alors, de la ghee, on appelle ça dans les pays. Ça s'appelle du beurre clarifié, un petit peu différent d'un beurre. En plus, il y a un peu moins de lactose dedans. Donc, en fait, il y a des gens qui sont un peu sensibles au beurre. En général, la ghee, c'est plus supportable. Et en plus, c'est un beurre qui se transporte à température ambiante. C'est pour ça qu'il est en Asie. Le beurre n'existe pas, c'est la ghee, quoi. On trouve ça en magasin bio. C'est assez connu. Et donc, lui, il met ça, plus de l'huile MCT. Il mélange dans un café chaud. Et en fait, le matin,
matin en jeûne, ça va booster le cerveau, l'organisme, et c'est vrai que ça donne un coup de fouet. Ouais. Pour la petite anecdote, Oui. il y a 3 ans, tu m'avais dit, tu sais, le petit Ouais. déj, c'est pas bon. Et moi, je mangeais des énormes petits déj. Et Ouais, tu alors m'avais. j'avais pas dit c'est pas bon, mais Non, la tu manière. m'avais, Ouais. tu m'avais dit peut-être que. Enfin voilà, il y avait Ouais, un truc à explorer autour de ouais. ça. Et je m'étais fait la réflexion. Je me dis, il faudrait peut-être que je enlève ce petit déj le matin. Et tu m'avais parlé de ce Bulletproof Coffee. Et c'est la première fois où j'avais vraiment essayé de couper, enfin de commencer ma journée sans prendre de petit déjeuner. C'était très très difficile. Et pour m'aider, je prenais ce Bulletproof Coffee. Et j'avais acheté cette huile d'olive, la MCT Huile de coco. huile de coco, je vais y arriver, et que je mettais dans mon café avec le beurre. Je vous garantis vraiment que ce café-là, il est vraiment costaud. Ouais. Et que après, c'est vrai qu'il te donne un petit élan d'énergie. Et une sensation de satiété aussi. Moi, je trouvais que. Et j'arrivais à durer jusqu'à midi. C'est ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu Alors tiens que- jusqu'à midi 13h et t'as pas faim en fait. Alors que autrement, j'étais là en mode, je tremblais un peu, tu Ouais. vois. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, ce café m'aidait à prolonger mon jeûne intermittent. Ouais, voilà, Oui. j'ai testé pas mal de choses et en fait, je pense que, dans mes apprentissages futurs, j'ai compris que j'avais trop justement expérimenté avec le jeûne intermittent, la diète cétogène, pas assez de glucides, etc. En fait, on peut vraiment abîmer ce qu'on appelle son métabolisme de base. Et en fait, tous ces régimes et tout ce que j'avais fait avant m'ont vraiment abîmé. En fait, ce qui était contre-intuitif, mais je n'arrivais plus à perdre de poids parce que je mangeais pas assez. Et Mais comment tu sentais cette sensation-là que tu étais dans le trop? En fait, J'ai t'es senti dans mon métabolisme ouais, que t'es fatigué tout le temps. Fatigue. T'as froid tout le temps. Ta température corporelle, elle descend énormément. En fait, j'en avais pas mal discuté et je sais pas si tu vas en parler, mais tu vas recevoir William. Et à l'époque, j'avais pas mal échangé avec William et on avait parlé de ça, de la température corporelle au réveil. Et en fait, j'avais une température extrêmement basse. Et en fait, c'est signe que ton métabolisme se ralentit. Et en fait, dans toutes les découvertes que j'ai faites, j'ai compris que en fait, moins tu donnes à ton corps. Et c'est pour ça aussi que dans le sport, les gens qui font des sèches, on appelle ça, pour vraiment perdre du gras à un moment donné, ils font une sèche, ils vont faire un rebond glucidique, on appelle ça, donc ils ont toujours un cheat meal, le fameux cheat meal de fin de semaine, parce qu'en fait, il faut jamais laisser ton corps s'habituer, sinon il va réduire sa demande d'énergie, et donc du coup, il va moins consommer. Je sais qu'il y a un gros débat sur ça, parce que Brian Johnson, justement, il essaye au maximum de réduire la température de son corps. Parce que lui, il optimise pour la longévité. Il optimise plus pour l'activité physique et pour le fait de brûler des calories. Lui, il a atteint un poids où en fait il a il est remonté un peu, mais il doit être à 6-7% de masse grasse. Il est sur un poids, sur lui, ce qu'il estime idéal. Et maintenant, il optimise vraiment pour la longévité. Il y a beaucoup de critiques. Il y a des gens qui critiquent sur sa thyroïde, etc. Parce que du coup, ça impacte le métabolisme. Exactement. Et lui, il a un métabolisme très froid. Il dit il prend sa température le matin. Il dit je dois être l'homme le plus froid du monde. Il est en hypothermie en permanence. Hein, c'est ce qu'il raconte. Et gros, du coup, il dit c'est le meilleur moyen pour ralentir le vieillissement. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il optimise, c'est le vieillissement de son métabolisme. Et donc, du coup, plus le métabolisme, entre guillemets, est en activité, et plus il vieillit, et plus tu le ralentis, et plus il va garder ce temps. Alors après, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert, mais je ne sais pas si ce qu'il fait, c'est bien ou pas sur du long terme. C'est vrai que c'est ce qu'il fait. Il optimise pour la longévité. Mais voilà, c'est les learnings que moi, j'ai appris, j'avais une température très basse, j'ai en fait détruit mon métabolisme de base, entre guillemets, c'est-à-dire que de base, si vous ne faites pas de sport dans une journée, que vous allez juste au travail, etc., vous allez consommer 2000 calories, et puis en fait, à force de faire des régimes, votre corps il va s'habituer, plus vous allez moins lui en donner, et en fait, quand on va essayer de réduire le nombre de calories qu'on va apporter à son corps, on va dérégler tout le corps, et donc voilà, je suis reparti avec ce constat-là qui était mon métabolisme il est cassé et en fait j'ai beau faire du sport, je nourris pas assez mon corps et mon corps il est en stress en permanence. Ouais. Ça s'est vu sur le taux de cortisol. Okay. C'est là où les tests deviennent intéressants. Mais est-ce que tu avais été voir des experts, tu avais été voir des médecins j'ai consulté médecins, les médecins auxquels j'avais accès à l'époque, on oublie quoi, les réponses c'était tout va bien, tout est normal. Tout est normal. Donc oui, vous n'arrivez pas à perdre du poids, arrêtez de manger quoi, en gros, c'est ça. Donc le constat c'est souvent ce qu'on dit aux gens, c'est si
si t'es gros, c'est de ta faute. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des gens qui, effectivement, font pas attention à ce qu'ils mangent et là, c'est leur volonté. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'éducation aussi et c'est compliqué. Hein. Mon parcours, il a été long et l'apprentissage que j'ai dû faire, c'était pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu et de contexte autour de ces sujets-là qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas en confrontation avec ce genre de sujet. Quand tu vas dans un supermarché, que tu vois ce que les gens mettent dans les caddies, tous les aliments transformés, voilà, ça fait un petit peu peur. J'ai été voir pas mal de monde, donc les médecins, voilà, pas forcément. J'ai consulté quelques naturaux. J'ai été à un moment donné dans des pays étrangers, donc j'ai eu accès aussi à des médecins en médecine préventive et c'est là où j'ai fait des tests quand j'étais en Angleterre et j'ai découvert que j'avais des taux de cortisol anormalement élevés, surtout le matin au réveil. J'avais un pic de cortisol dès que je me réveillais. Intérieurement parlant, mon corps était en stress en permanence. Et le problème, c'est que quand le corps est en permanence stressé, je buvais beaucoup de café à cause du régime cétogène parce que je faisais du jeûne, mais j'avais besoin de... Mon corps, il avait quand même faim, il avait quand même besoin d'avoir quelque chose, donc je buvais beaucoup de café, prenais des shots de caféine, quoi. Ouais. Et la caféine élève le cortisol. J'ai été encore plus stressé que je n'aurais dû l'être. Et en fait, c'est un de mes apprentissages maintenant, c'est quand j'ai passé une mauvaise nuit, par exemple, et que j'ai très peu dormi, où on est comme on dit, privation de sommeil. Voilà, merci. Je ne fais pas de jeûne intermittent, je ne jeûne pas. En général, je me fais un bon petit-déj. Et ça me fait du bien et ça calme mon corps. Ça rentre dans le truc de... En fait, quand... Écoutez votre corps, parce que parfois, en fait, la montée de cortisol, vous pouvez aussi le ressentir au travers du stress. Ah oui. Et donc, quand c'est comme ça, n'engagez pas plus de stress à votre corps. Et il y a des choses qui vont stresser votre corps. Et tu as 100% raison, je pense que... Et on dit souvent, c'est un peu bateau comme conseil, mais écoutez, faut savoir s'écouter. C'est un peu bateau et il y a des gens qui, au début, on se dit, il faut savoir s'écouter, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais en vrai, c'est un peu ça. Quand on vieillit, on dit, plus on est vieux, plus on est sage, etc. En fait, c'est tous ces apprentissages qu'on a eus, tous les aliments qui vous rendent malade. Toi, t'es sage, Max. Moi, je suis un sage, moi. Je suis pas suffisamment vieux pour être sage, je pense. Je suis déjà assez vieux, mais pas encore pour être suffisamment sage. Non, mais vraiment, il y a des apprentissages que tu peux faire et de comprendre qu'en fait, quand je mange ça, je me sens pas bien. Tiens, est-ce que ça vient de ça ou ça vient de ça? Faire des expérimentations, tester. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu plein d'apprentissages sur moi-même et sur des trucs qui vont me rendre malade, pas me rendre malade. Puis les choses, le corps évolue aussi. Il y a 10 ans, il y avait des choses qui me rendaient malade, qui me rendent plus malade aujourd'hui parce que j'en ai moins consommé, type les produits laitiers, etc. Ça va beaucoup mieux. Voilà, donc il y a plein de... Donc j'ai eu un parcours un peu difficile de consultation avec plein d'experts. Et en fait, la révélation, finalement, ça a été les tests. C'était exactement. Enfin, je sais pas si c'était la révélation. Si, c'était une révélation dans le sens où c'était la première fois que moi, je suis quand même dans mon travail, j'étais quand même quelqu'un très orienté data, quoi, données et comprendre les données, tout ce qu'on fait savoir d'où viennent les canaux d'acquisition quand on fait du marketing, comprendre d'où viennent les gens, etc. Là, c'était la même chose, c'est de se dire, en fait, si tu veux optimiser des choses, mais que tu fais pas des tests pour savoir où tu te situes, c'est très difficile d'optimiser. Comme conduire à l'aveugle, quoi. Exactement. Tu peux pas avoir le chemin, tu peux pas savoir où est-ce que tu vas naviguer, quoi. Donc, Exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que faire ces tests il y a très longtemps en Angleterre m'a permis de comprendre mon cycle de cortisol, m'éduquer sur en fait, les gens qui sont stressés comme toi, la diète cétogène, c'est peut-être pas quelque chose que tu devrais faire parce que ça va te stresser encore plus, ça va stresser ton corps encore plus. Et là, en fait, ton corps, il est en mode stress. Tu le prives tellement qu'à chaque fois que tu lui donnes un petit peu, il va stocker très vite parce qu'en fait, il est en mode survie en permanence. Et donc, du coup, tu es fatigué, tu as tes glandes surrénales qui travaillent en permanence. Donc, voilà, ça s'est vu sur pas mal de marqueurs. Glycémie à jeun un peu élevée aussi, pas terrible. Alors qu'en fait, j'avais l'impression de pas manger de sucre, pas manger de glucides. Donc, je me dis, mais c'est complètement contre-intuitif, tu vois. Mais juste... les petits écarts que tu fais de temps en temps, ton corps, tu le mets tellement en privation et en contrainte. Et donc, il a fallu réapprendre tout ça. Donc, mais c'est assez drôle parce que, en fait, si tu écoutes sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait là, on essaye d'éduquer les gens, mais en fait, il y a des personnes quand même, il y a certains influenceurs qui vont te dire « Ok, vous devez aller sur ce régime-là bien particulier. » Et je pointe pas du doigt, mais c'est simplement qu'il y en a certains quand même. Un peu quand même. Un peu. Mais en fait, ils vont te dire tu vois, la diète cétogène, c'est la meilleure, la diète paléo, etc., etc.
Mais en fait, chacun est différent. Et c'est drôle, mais tu vois, même Brian Johnson, il le fait un peu avec son blueprint. C'est qu'en gros, il essaye de standardiser quelque chose, un protocole Qui qui défini est pour lui, quoi. pour lui Et et qui ouais. fonctionne pour lui. Et chacun est différent. Ouais, et c'est exactement ça. Et c'est un peu ça qui est triste à la fois, et c'est un peu ça contre quoi on se bat, c'est de se dire chaque personne est différente, chaque métabolisme est différent, et en fait, il n'y a que l'expérimentation et les données qui vont permettre à chacun de tester et d'apprendre, et aussi donner les clés aux gens pour comprendre. Moi, c'est le parcours du combattant que j'ai dû vivre pour comprendre, apprendre, avoir accès à mes données. On a eu envie que les gens, ça soit plus facile pour eux d'avoir accès à ces informations-là. Et C'est aussi ça le Ouais. sens de ce qu'on fait avec Lucie. Mais du coup, c'est assez drôle parce que bon, je sais que on en parle quelques fois, mais on voit sur les réseaux sociaux certaines personnes qui vont partager des diètes. Oh, ça c'est naturel. Nous on mange que des produits raw, viande, voilà, et des produits très gras, etc. Et en disant c'est le meilleur régime. Mais fais tes tests et partage tes tests en public pour nous dire que ce régime-là est très bon pour toi, en fait. Et en général, tu ne connais pas leurs data. Donc, c'est ça que... Ouais, et du coup, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère où la Brian Johnson, il partage ses datas. Alors, on peut toujours mentir, hein. On peut toujours transformer les datas pour montrer que son régime à soi est le meilleur de tous. Il est très critiqué, mais en vrai, il a fait quelque chose de très bien. Effectivement, tout le monde peut tricher sur les données, mais en réalité, il a mis carte sur table. Il a dévoilé transparence à 100% sur ces données, et il a dit voilà, je fais ça et j'ai tel résultat. Et c'est ça qui est intéressant, c'était le sens de ta phrase, c'est de dire l'apprentissage qu'on a, c'est attention à tous les gourous des nouvelles diètes, parce que j'ai fait toutes ces étapes et j'en ai suivi plein, et je me suis dit c'est le meilleur truc qui est, et je suis tombé aussi là-dedans en se disant la diète cétogène c'est le truc le plus génial, le intermittent fasting, le jeûne intermittent c'est le truc le plus génial. Et en fait chacun est différent, on a tous des passifs, une vie différente, on a tous été sensibilisés à des aliments différents dans notre jeunesse, et ça c'est hyper important, ce qu'on a mangé quand on était bébé, ce qu'on a mangé quand on était ado, etc. Ça a un impact énorme sur notre métabolisme d'aujourd'hui, et du coup il n'y a pas une seule diète. Après, évidemment, si vous cherchez, il y a quelques aliments, ingrédients qui font l'unanimité dans la... Et qui se retrouvent d'ailleurs dans la plupart de ces diètes. Dans la communauté scientifique. L'huile d'olive en est une, par exemple. Mais il y a la diète méditerranéenne, on dit en général, elle est quand même relativement bien placée dans toutes les études et les recherches scientifiques, mais globalement, il faut se méfier un peu, comme disait Max, de tous les influenceurs et de leur il faut que vous mangez ce type de viande ou ce type de truc ou ce type de diète, et surtout demandez-leur de partager leurs données, parce que c'est pas toujours très carré. Vous avez une mission maintenant. C'est dès que vous voyez un post d'une personne qui va plébisciter ce protocole ou un régime en particulier, demandez-lui, mais c'est quoi tes données, Lucie ? Voilà. Tu as eu cette révélation au travers des tests. Tu as compris en fait comment est-ce que ton corps fonctionnait finalement. Et après, derrière, tu as été capable de mettre en place des choses. Ouais, exactement. Donc, il y a eu une première phase où, quand même, je dirais que il y a une première phase où j'ai quand même pas mal remangé de glucides, et notamment de légumineuses, de comprendre qu'en fait, dans le régime cétogène, tous les glucides sont mauvais, et en fait c'est pas exactement vrai, et les légumineuses, effectivement, sont pas assimilées par le corps de la même façon. Et donc, il y a eu cette période où j'ai pas mal, et déjà remangé des vraies quantités, remanger des vrais repas, et remanger des quantités où, en fait, par rapport au sport que je faisais, j'avais besoin au moins de 1800 à 2000 calories par jour. Le sport que tu faisais, c'était genre aux alentours de 5 séances par semaine. Ouais, 5-6 séances par semaine. Renfo, plus cardio, des choses comme ça. Donc, il y avait pas mal de... Et donc, du coup, et je devais manger... tu vois, j'étais autour de 1500, 1600 calories. Et en fait, c'était pas forcément... C'est vraiment c'était pas beaucoup. Surtout par rapport à la dépense énergétique. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a eu cette première phase de réapprentissage à me réconcilier, entre guillemets, avec des lentilles, des pois chiches, des choses comme
comme ça et ne pas considérer que tout est mauvais. Ok. Et ensuite, et en fait, tout simplement rééquilibrer un peu les assiettes, les repas, aussi les timings, enfin les temps dans la journée, de se dire que, ben, comme on l'a dit plusieurs fois, manger tôt en fin de journée. Et maintenant, du coup, je reviens un peu, et donc tu le disais tout à l'heure, on revient un petit peu sur sur ce jeûne intermittent. C'est vrai que la plupart des jours, je jeûne jusqu'à une certaine heure le matin, mais ça se fait naturellement, j'ai pas de stress. C'est qu'on a un truc au bureau. C'est que quand, quand je vois Max qui se fait un petit déj ou un encas, quelque chose avant midi, je sais qu'il est un peu stressé, il faut pas lui parler. Donc, ouais, et donc du coup, voilà, je sais adapter aussi mes journées et chaque journée est différente et je m'adapte aussi vachement à la nuit, à le mood, l'état d'esprit dans lequel on est sur la journée et bah, les objectifs de la journée, etc. Et donc ça va vraiment varier. Donc ça, c'est un gros apprentissage. Le cortisol, c'est compliqué, j'ai toujours pas trouvé de solution. Enfin, il n'existe pas de pilule magique qui va vous faire baisser votre taux de cortisol et arrêter de stresser. L'anxiété, tout ce qu'on dit, c'est le stress, etc. Ça passe par de la respiration, de la méditation. Éventuellement psy, etc. Régler des problèmes, mais en vérité, il n'y a pas de formule magique. On vend, il y a des suppléments qui, soi-disant, aident à baisser, à relaxer, etc. Il y a peut-être des choses qui marchent, mais globalement, voilà, moi, je n'ai pas trouvé quelque chose la pilule magique, tu prends tu fais une nuit parfaite. Parce que du coup, le cortisol impacte toi ton métabolisme, notamment pour... Ouais, il augmente ta glycémie. Il Donc augmente tu ta vas, glycémie voilà, et donc, après derrière, en fait, il te fait un peu stresser, enfin, il te fait stresser aussi. ouais, et Et ce tu qui vas fait moins bien que dormir. tu vas moins Tu bien vas avoir dormir, du mal à moins bien t'endormir, récupérer. moins bien récupérer. Tu vas avoir ce qu'on appelle donc la fameuse HRV dont on a déjà parlé, Ouais. la La variabilité heart rate ouais, variability, voilà, donc de la cardiaque, variabilité du du cœur. rythme cardiaque. Voilà. Et du coup, tu vas avoir une HRV moins bonne. Tu vas avoir ton cœur au repos qui va être plus élevé aussi. Et donc, tout ça, c'est un enchaînement. Et du coup, bah, tu as une moins bonne récupération pendant la nuit. Même si tu dors le temps que tu as besoin, tu vas moins bien récupérer. Et voilà. Et Ok. donc, du Et coup, ça a un gros impact, quoi. ouais. Et ça te fait stocker, enfin, on disait, ça augmente ta glycémie, donc tu stockes, dès que tu manges, tu stockes, quoi. Et Ouais. donc, tu Et il grossis, suffit quoi. que tu fasses plus de sport Moins de comme sport, ouais, habituellement. c'est ça, Bah en exactement. fait, là, Ouais, tu commences à trop stocker ouais. et tu ne perds pas. Et C'est ce voilà. qui s'est passé aux États-Unis, je crois. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et je me souviens, il y a 2 ans, on découvre ce Brian Johnson aux États-Unis. On décide. Tu décides, tu te dis, ok, fin décembre 2024, 1er janvier, ouais. ouais, 2023, et donc du coup 1er janvier 2024, tu décides d'aller sur le blueprint Ouais, de Brian d'expérimenter, Johnson. ouais. Mm. Et tu te dis, je vais suivre son alimentation, donc c'est principalement un régime alimentaire, avec des suppléments, il y a énormément de choses, mais la base, je dirais, c'est l'alimentation. Et donc tu rentres dans ce régime-là et tu te dis, on va commencer et on va essayer de suivre ce plan. Tu le fais En à gros, partir de janvier. Ouais, à partir de janvier. En fait, je m'étais dit, je vais le faire un mois, je vais voir si ça a un impact. Parce que les gens, en fait, il y avait des gens autour de moi que je l'avais montré à des gens avec qui je faisais du sport, etc., qui trouvaient ça incroyable. Et moi, en fait, je l'avais regardé, je m'étais dit, en fait, des brocolis, des choux-fleurs avec des lentilles le midi, ça me semble pas incroyable. C'est quasiment ce que je mange, quoi. C'est juste que les quantités étaient intéressantes. Le ratio était de ces nombres, tout est compté chez lui, donc son nombre de calories par jour et tout ça, par rapport à son activité physique. Les séances qu'il faisait aussi, ça allait ensemble, c'était intéressant. Je me suis dit, ok, le programme est quand même pas mal bien étudié. Ça semble un bon ratio de plein de choses. Et j'ai adapté, hein, j'ai pas pris ses calories lui-même, j'ai adapté à moi Ouais, tu et as à fait tes petits mes. calculs Voilà, basés sur ton poids, exactement. basés sur ta morphologie. Tu t'es dit, ok, je vais prendre tant de calories par jour. Ouais, c'est ça. J'ai réadapté Et par curiosité, les plats. tu te souviens à combien de calories tu étais ou... J'étais à 1900, quelque Ok, chose t'étais comme en ça. Parce déficit ouais, calorique. bah oui, puisque je voulais perdre du poids, donc j'étais forcément en déficit. Mais c'était ça qui était intéressant avec Brian, c'est qu'il expliquait aussi que il faut pas que tu aies un trop gros déficit parce que sinon, effectivement, tu vas C'est mettre. de l'ordre de 20%, je crois. Ouais, Non. c'est maximum 20% et il a réduit au fur et à mesure, forcément. Et moi, j'ai fait un peu pareil. Et donc, j'ai été quand même très strict les trois premiers mois et puis après j'ai un peu plus adapté et ce que j'ai adapté aussi c'est que lui mangeait à partir de je crois 5 heures le matin et il finit à 11 heures au midi et moi j'ai adapté évidemment il avait trois
plats principaux, et je les ai adaptés plutôt midi, le l'encas et le repas du soir, pour me permettre d'être avec la famille, les amis, etc., et de ne pas perdre cette connexion. Mais c'est vrai que les 3 premiers mois, j'ai été assez strict, et ça a été assez... C'était bluffant. Ouais, c'était assez bluffant. T'avais perdu combien de kilos C'est quasiment 7 kilos en 7 3 kilos en mois. 3 mois. Ouais, et j'avais pas réussi à perdre plus d'1,5 kg en 5 ans, tu vois. Donc, je me souviens, parfois, on retrouvait des gens qui t'avaient pas vu depuis 6 mois ou 1 an, et ils disaient, mais attends, mais t'as fondu là. Ouais. Donc c'était assez drôle, ouais. Je crois qu'en tout, j'avais perdu 12 kilos. Mais après, ça s'est étalé. Hein. Et après, et ce que je faisais aussi... Oui, parce qu'au final, en gros, t'as commencé en janvier 2024, mais voilà. t'es resté dessus. Ouais, toi, tu m'as rejoint en juin, t'as commencé à expérimenter sur le blueprint. Donc, tu vois, ça faisait déjà 6 mois, et là, j'avais dû perdre 9 kilos, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, vraiment à adapter aussi à vos habitudes et à votre organisme. Je pense que ça, c'est très important. Et dans le cas de Max, c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose de spécifique. Et mon système hormonal était vraiment en l'air, quoi, entre le cortisol, la glycémie, etc. Tout était de travers, quoi. Donc il fallait réorganiser tout ça. Et je pense qu'il y avait aussi du stress. Et voilà. Et j'ai aussi réussi à perdre ce poids tout en ayant des enfants, etc. Donc ça, c'était assez fou. C'est un contexte aussi important à comprendre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui sont jeunes parents. Et donc, en fait, il y a ce stress chronique tous les jours avec les enfants. Moi, je le connais pas. Max, tu peux mieux... Et encore, moi, j'ai de la chance, mes enfants dorment très bien. Mais, et ils ont très vite bien dormi. Mais c'est vrai qu'il y a forcément eu, les premières années, des nuits un peu difficiles. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Quand on dort pas, mais le sommeil, c'est vraiment la pierre angulaire de tout. Et pour la santé mentale, et pour dans une journée après. Mais effectivement, si on dort pas, on peut pas perdre du poids, quoi. Ça, c'est sûr et certain, si on dort pas bien. Donc ça, c'est un gros sujet, quoi. Ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on donne, parce que là, je pense qu'on peut donner les 10 fondations, les 10 choses qui peuvent mettre en place pour perdre des kilos. Rituel. Nous passons au rituel. Je sens que tu veux arriver au rituel. Il veut passer au rituel, je veux passer au rituel. Allez, le petit rituel du Polyphénol Podcast. Comme vous savez, dans le Polyphénol Podcast, nous avons un rituel qui est de boire un shot d'huile d'olive extra vierge. Et c'est pas n'importe quel shot d'huile d'olive extra vierge, parce que c'est une huile riche en polyphénol qui est forte en antioxydants. Des antioxydants qui vont aller agir sur votre cerveau, toute la partie cardiaque. Et ce qu'on conseille, c'est de prendre 2 cuillères à soupe par jour d'huile d'olive extra vierge. Vous pouvez en prendre dans votre commerce ou alors sur notre shop. Le lien est en description. Vous avez moins 10% avec le code polyphénolpodcast 10. À la tienne. À la tienne, Max. Ça fait du bien, ça faisait longtemps que moi je n'avais pas pris de shot. Ça va. On a toujours en fait cette petite... Bon, vous ça le va. savez maintenant, vous le savez. On a toujours ce petit... Voilà. Ça pique. C'est pimenté dans la gorge. C'est pimenté parce qu'elle est un peu épicée. C'est les polyphénols qui agissent dans votre gorge, dans votre santé, qui attaquent les cellules mortes. N'importe quoi. Et donc c'est pour ça que vous sentez un peu... Donc c'est une huile qui a été ramassée très tôt et donc qui est très verte. Et donc c'est pour ça qu'elle est très pimentée, comme on dit dans le jargon. Mais plus elle est ramassée tôt et plus elle est riche en polyphénol. Elle a été testée d'ailleurs pour son taux de polyphénol. Elle contient plus de 800 mg par kilo, ce qui est énorme pour une huile d'olive vierge extra. C'est pour ça qu'on la vend. Plein de bienfaits. Les antioxydants, c'est très bon pour les radicaux libres dans vos cellules. On va vraiment aider votre corps à se détoxifier, non, mais à se nettoyer. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de la prendre chez nous, évidemment, mais en tout cas, celle-là, elle est testée et on sait qu'elle est très bonne. Et d'ailleurs, j'ai reçu énormément de vos retours suite à
en fait au giveaway qu'on a fait sur notre précédent épisode. Donc on a offert plus de 50 bouteilles d'huile d'olive extra vierge. 50 bouteilles 50 bouteilles. On est généreux, hein. Et j'en ai plein qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit Max, c'est génial, j'ai reçu ma bouteille. Et on c'est vous vrai mettra trop les bien. captures d'écran. J'ai reçu ma bouteille, j'ai pris mon premier shot et ça m'a fait tellement plaisir. Ça nous a fait tellement plaisir. Donc si vous êtes en train de regarder ce podcast, vous pouvez le faire en même temps que nous. Si vous avez votre bouteille, voilà, un petit shot et vous vous sentirez mieux. Alors, avant d'attaquer donc les 10 conseils qu'on pourrait donner suite à ton expérience, je te propose d'aller aborder quelques mythes et des idées reçues parce qu'il y a énormément de choses là-dessus. D'accord. Regardant un peu sur internet, j'ai vu à boire et à manger. Ok. Et justement, en parlant d'à boire et à manger, il y a 4 qu'on entend un peu partout en ce moment. Par exemple, est-ce que il faut juste manger et bouger plus pour perdre du poids? Eh bien, évidemment, c'est faux. C'est faux parce que, comme Max l'a dit, il peut y avoir différents facteurs, l'insuline, le cortisol, qui sont hauts et qui du coup, par exemple, si l'insuline est haute, ça va être très difficile de perdre du poids. Voilà. Ouais. Un autre préjugé, c'est il faut faire plus de sport pour avoir plus de résultats. Ouais. Et souvent, il y a des... je veux pas pointer du doigt, mais il y a quand même quelques coachs de sport qui vont vous forcer Moi, j'ai été coaché par un coach de sport qui me disait que je faisais pas assez de cardio. Il me disait, faut que tu fasses plus, faut que tu envoies plus et tout. Enfin, je faisais 7 séances par semaine. On voit la guerre, Max. Ouais, c'était n'importe quoi. Tu montes pas assez dans les tours. Il y a encore cet inconscient collectif de, il faut que tu fasses beaucoup de cardio pour éliminer, quoi. Et en fait... Tu sais que les gens qui me disent, qui viennent me voir et qui me demandent, mais j'ai envie de perdre du poids et je fais... Dr Max. Dr Max. C'est quoi le truc que je pourrais faire? En vrai, je leur dis déjà manger, essayer de bien manger dormir. sainement. Manger bien et bien dormir. Ouais. Parce que le bien dormir réduit ton cortisol. Exactement. Et réduit ta glycémie à jeun. Et sans une glycémie à jeun basse, pas de perte de poids. Et donc du coup, plus de sport n'est pas forcément égal à plus de résultats. Et donc ça, il faut arrêter de croire ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites et la perte de poids et le sport, c'est seulement 20% de l'impact de sa perte de poids. Le sport va impacter seulement de 20% la perte de poids. Tout le reste, c'est la nutrition. Donc vraiment, on s'enlève ça de la tête. Plus de cardio n'est pas forcément égal à plus de perte de poids. Donc, troisième chose, les régimes, ça marche. En fait, comme on a dit, il faut vraiment l'adapter à vous, à votre organisme, à votre métabolisme, parce que pour certains, ça va être très difficile. Et après, l'autre chose, c'est que il y a des régimes très stricts qui existent, ouais, mais en fait, dans 95%, pour 95% des gens, ils reprennent le poids perdu juste après le régime. Ouais, et pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est pas des régimes qui sont tenables sur le long terme. En fait, un régime, à partir du moment où il y a une restriction de choses qu'on va se forcer à pas manger, etc., ça va être compliqué de le tenir sur le long terme. C'est la volonté, et on n'a pas une volonté infinie, on a une volonté finie sur un certain nombre de choses par jour. Et donc, du coup, il faut que ce régime corresponde vraiment à une habitude de vie. C'est-à-dire, et c'est il y a des très bons nutritionnistes, diététiciens qui essayent naturopathes qui essayent d'éduquer les gens et d'aller dans ce sens, de dire il faut que ça corresponde à des choses que vous aimez et que ça devienne une nouvelle habitude de vie, de se dire je vais cuisiner mes repas, je vais acheter des légumes comme ci, je vais manger plus de légumes, je prends plaisir à manger de cette manière-là, parce que s'il n'y a pas ce plaisir-là, ça ne tiendra pas, quoi. Ouais. Enfin, on vous dira dans les 10 conseils, mais notamment cette partie mentale est très importante. Mais du coup, donc, la quatrième chose, c'est le GLP-1, qu'on entend énormément en ce moment, surtout aux États-Unis, parce que c'est en train de faire une volée, c'est très tendance. Une volée donc Une volée. Une volée de bois vert. Tout le monde en parle, parce qu'il y a des résultats assez bluffants, Ouais. et effectivement, pour beaucoup de personnes. Plus connu sous le nom de Ozempic ou Wegovy. Là, C'est ça. Le médicament en ouais. fait, est produit par 2 entreprises. Il y en a une qui est européenne, néerlandaise, qui s'appelle Ozempic, et l'autre qui est Wegovy, Je crois que qui est américaine. norvégienne ou un truc comme ça. Mais Ouais, c'est pays du Nord. Ouais, pays du Nord. Et en fait, ça fait un succès assez monumental, parce que c'est un peu décrit comme la pilule magique. Mais ce que les gens oublient, en fait, c'est que le GLP-1 ou le GLP-1, c'est une hormone que votre corps
produit naturellement. Et du coup, Et donc là, on l'apporte en extérieur. Alors, ça a des résultats. Donc, artificiellement, ça ralentit la digestion. Ça, en fait, envoie des signaux dans le cerveau que le fameux satiété. Donc, en fait, on est rassasié plus vite. Donc, en fait, les gens qui prennent une GLP-1, donc c'est un peptide qu'on s'injecte. Ça va réduire la glycémie, ça va réduire la faim. Et donc, les gens vont moins manger. D'ailleurs, au début, je crois qu'il y a une période d'adaptation où c'est pas ouf. On se sent pas bien, on a des envies de vomir, etc. Donc, ce que les gens disent, c'est que c'est assez fou. C'est par exemple des gens qui ont envie de manger tout le temps, ils prennent ça et ils disent mais en fait dans la journée je n'ai plus faim quoi. Et donc c'est miraculeux et après, un peu dangereux parce que du coup c'est ça qui fait que c'est dangereux parce que c'est miraculeux. Surtout ce qui est comme d'habitude, on n'a pas de recul sur l'impact du médicament à long terme. Du coup, ça peut être un outil, mais ce que les études montrent, c'est que visiblement, les gens qui commencent à prendre ce produit vont devoir le prendre toute leur vie. Un peu comme les gens qui ont des problèmes de thyroïde, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est bien ou pas de commencer de céder de ce genre de produit si on est vraiment désespéré? Pourquoi pas? Je pense que ça peut être un outil, mais il faut aussi. Je crois qu'il y a pas mal de services qui se lancent, qui essayent d'accompagner les gens à l'utilisation du GLP-1. Donc à voir. Nous, évidemment, chez Lucie, on est plutôt pour le naturel. Et donc, il y a des moyens de pousser la production de GLP-1 naturellement dans son corps, comme manger mieux, c'est-à-dire manger plus de fibres, manger suffisamment de protéines. Souvent, les gens sont en déficit protéinique sur leur repas, bouger tous les jours, marcher, pas forcément une activité physique intense. Et évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, le sommeil qui est la clé de beaucoup de choses, dormir, très bien dormir et éviter tous les aliments transformés, sucres raffinés, tous les sucres ajoutés, etc. On essaye de changer son alimentation. Ça va aussi booster naturellement toute la production de la gréline et cette hormone, le GLP-1. Donc voilà, mais si on est dans un cas vraiment difficile, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on met un petit... faut faire attention avec ce genre de produit. Ça reste un médicament. On a abordé les mythes et maintenant on va aborder les 10 conseils effectivement validés par ton expérience, par notre expérience. Effectivement, on n'est pas médecin ou quoi, c'est juste qu'on est arrivé avec ces 10 conseils que vous pouvez appliquer parce qu'ils sont relativement simples à appliquer dans la vie de tous les jours. Voilà. Première chose. Comprendre et mesurer le point de départ, la photo, comme on dit. Obtenir une photographie de sa santé, de son état de santé. Donc, en fait, on prêche pour notre paroisse, mais vous nous direz, faire un test Lucie ou faire n'importe quel autre test, essayer d'avoir un point de départ, de savoir d'où on part, parce que si on ne sait pas d'où on part, on ne sait pas ce qu'on doit optimiser. Donc, c'est très compliqué. Voilà. Deuxième chose, c'est effectivement essayer de stabiliser sa glycémie, comme disait Max tout à l'heure. Il y a plusieurs manières de stabiliser sa glycémie. Marcher après un repas, essayer de assimiler un corps gras lorsque vous avez un repas. Des fibres. Manger des fibres. Des protéines qui sont assimilées différemment, éviter sucre transformé, enfin tout produit transformé, et éviter les grignotages, évidemment. Normalement, si on mange bien, on est censé devoir éviter ce genre de choses. Et pour faire baisser son insuline aussi, manger tôt. Manger tôt. Le soir. Et essayer d'avoir des fenêtres assez importantes de jeûne intermittent, mais en relaxation et en repos. Si vous êtes stressé, vous avez un haut cortisol, c'est pas la priorité. Et donc on en arrive au quatrième, qui est réduire justement ce cortisol au maximum. Donc c'est éviter le sport de manière trop excessive. Je sais que c'est l'intensité. Il y a quelques. Alors je sais qu'il y a quelques athlètes qui nous suivent maintenant avec Lucie, qu'on accompagne d'ailleurs, des athlètes professionnels. Et malheureusement pour eux c'est un peu plus délicat parce que ils s'entraînent tous les jours en général pour rester au top de leur performance. Dans leur cas c'est un peu plus délicat, mais effectivement pour ceux qui le peuvent, alterner votre activité sportive pour pas être dans l'excès.
Et puis relaxation, respiration. Il y a des très très bonnes méthodes de respiration qui permettent de calmer la cohérence cardiaque. On permet de retrouver, de resynchroniser, de réduire son stress. Et puis la caféine, si on est très sensible au stress, il faut faire très très attention avec la caféine. Donc, vous savez sur quoi on statue sur la caféine aujourd'hui à Lucie, c'est qu'on essaye, nous, dans l'équipe en tout cas, de rester entre un maximum 2 cafés. L'idéal, c'est 1 pour éviter de trop monter ce cortisol. Mais parfois, comme on a pu le voir, il y a eu une période pendant les 3 mois c'est difficile, à San Francisco, aux États-Unis, on n'était pas à un seul café. Non. Point numéro 5, donc corriger ses carences. On va découvrir si effectivement on est quasiment tous en carence de magnésium. Statistiques qui montrent que, alors à Paris c'est encore plus vrai, mais en France en tout cas, 90% des gens sont en carence de vitamine D et de magnésium. Ouais, les sols se sont appauvris, les ingrédients sont de plus en plus pauvres en nutriments. Du coup, très difficile de trouver la bonne dose. Et le magnésium est présent sous des tonnes de formes. Donc c'est pareil, essayer de comprendre quel magnésium joue sur quoi, à quel moment de la journée, parce qu'il y a toute une science autour du magnésium, la vitamine D comme a dit Max, l'iode, la vitamine B12, le fer, la vitamine B9, B12 pour les gens qui sont végétariens, etc. Donc voilà, essayer de corriger ces carences, c'est très important. Le plus tôt on les corrige, plus on aura un impact et on empêchera de développer des maladies à long terme. Ouais. Donc 6e, c'est réduire l'inflammation. Ça, c'est ultra important et on le fait quasiment tout le temps avec vous, en vous éduquant sur pourquoi c'est bien de prendre une huile d'olive extra vierge qui est forte en polyphénol. Et les polyphénols, il n'y en a pas que dans l'huile d'olive. Il y en a dans plein d'ingrédients. On le dit dans l'huile d'olive parce que c'est la plus forte concentration voilà. dans un aliment, dans une cuillère. Par exemple, dans quelque chose de pratique. Mais il y en a dans les myrtilles, il y en a dans les plein de fruits et légumes et du chocolat aussi. Voilà, donc faut pas hésiter. Il y en a dans le café aussi. Manger plus de protéines, ultra important. Je sais que là-dessus, il y en a, plus on vieillit, plus c'est difficile de... Enfin, je dis ça parce que je fais en référence à mon papa qui regarde ce podcast et à qui j'ai conseillé de prendre plus de protéines et même dans sa vie dans tous les jours. Moins de 20 et plus de protéines ou pas? Plus de protéines. Parce que en fait, c'est ultra important et plus vous vieillissez, mais toute la partie musculature, plus vous vieillissez et plus ça réduit. Donc c'est important de garder... pour la longévité, la capacité... masse musculaire. Ouais, la masse musculaire est très importante pour ne pas perdre son autonomie dans les dernières années notamment. Et donc c'est très très important. Et c'est plus on vieillit pour les hommes et plus c'est difficile de créer de la masse musculaire parce que la testostérone baisse. Et donc... Voilà. Le numéro 7, du coup, ou 8. On est perdu dans les chiffres. On est perdu dans les chiffres. Chez Lucien, on n'est pas bon dans les maths. Heureusement qu'il y a un CTO qui gère les maths. Améliorer son sommeil. En fait, on aurait peut-être dû le mettre en premier. Ça parce que c'est pour nous la fondation. Améliorer son sommeil, c'est ultra important. Et Brian Johnson en parle tous les jours. Et c'est devenu le sleep goddess, comme on pourrait dire. Parce qu'en fait, le sommeil va impacter votre cortisol, va impacter votre glycémie, la ghrelin indirectement. Ghrelin. Donc c'est ultra important d'avoir un bon sommeil ou en tout cas d'essayer d'optimiser pour avoir un bon sommeil. Tout à fait. Comme on a fait plusieurs vidéos autour de ça, dont notamment une pour optimiser tous les bienfaits pour avoir un sommeil. Et le numéro 10, bouger tous les jours. Même si vous ne faites pas de sport ce jour-là, essayez de marcher. Alors les fameux 10 000 pas, en ce moment on en parle beaucoup de l'histoire de l'étude japonaise, etc. On s'en fiche du nombre, juste bouger, marcher, faites activité légère, ça c'est important, pas que de l'activité physique intense, activité physique légère, ça c'est très important, même du stretching pour continuer à garder sa mobilité, etc. Voilà, tout ça très important. Max bouge en même temps, je danse un petit peu en même temps. Je crois qu'on est arrivé au bout des conseils. Merci de nous avoir écoutés sur ce podcast-là. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu sur la vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez aller regarder cette vidéo qu'on a fait sur le sommeil qui vous permettra d'avoir tous les conseils pour avoir un bon sommeil.